Dans l'actualité parlementaire et politique avec Saveria Rojek, à tout de suite. Voilà, donc troisième partie avec Territoire Sénat, l'actualité politique et parlementaire et les titres de cette actualité ce matin, Saveria. Rebonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le budget de la Sécu arrive au Sénat. L'examen du PLFSS débute aujourd'hui. Un budget à l'équilibre fragile et aux mesures contestables pour les sénateurs. En ce qui concerne les retraites, le Sénat privilégie le relèvement progressif de l'âge de départ à 63 ans. 5 jours avant la grande mobilisation du 17 novembre, la colère autour de la hausse des prix du carburant ne faiblit pas. Le gouvernement, lui, n'entend pas dévier de sa trajectoire, même si Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de travailler sur des aides spécifiques pour accompagner les Français les plus modestes. Il reconnaît ne pas en avoir fait assez. Près d'une semaine après l'effondrement des 2 immeubles, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, estime que la ville doit faire des efforts sérieux, mais il a de nouveau écarté la possibilité de démissionner. Je le disais en titre, le budget de la Sécu arrive en examen au Sénat aujourd'hui, un budget qui ne devrait pas être détricoté par les sénateurs, même s'ils comptent bien imposer leurs modifications, notamment en ce qui concerne les retraites. Parmi les mesures phares, le reste à charge zéro pour les lunettes et les prothèses dentaires et auditives. Flora Sauvage. Généralisation de la vaccination antigrippale par les pharmaciens, réorientation des urgences vers la médecine de ville, pertinence des soins. Les sénateurs entament ce lundi l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le gouvernement vise 3,8 milliards d'euros d'économies dans le budget 2019. Mesure phare du projet de loi, le reste à charge zéro pour les lunettes, les prothèses dentaires et auditives. Avec la baisse du plafond de remboursement des montures de lunettes de 150 à 100 euros. Sans détricoter totalement le texte du gouvernement, la Commission des affaires sociales défendra 45 amendements. Les sénateurs veulent indexer sur l'inflation les pensions de retraite et les allocations familiales. Objectif, garantir le pouvoir d'achat des ménages. Enfin, pour réduire les dépenses, la Commission propose le relèvement progressif de l'âge de départ en retraite pour arriver à 63 ans en 2020. Car sans action sur l'âge de départ, c'est bien la baisse du niveau des pensions qui se profile, selon le rapporteur du texte. 5 jours avant la grande mobilisation du 17 novembre, la colère autour de la hausse des prix du carburant ne faiblit pas. Le gouvernement, lui, n'entend pas dévier de sa trajectoire, même si Emmanuel Macron a demandé à son gouvernement de travailler sur des aides spécifiques pour accompagner les Français les plus modestes. Samia Dechir. À Charleville-Mézières, Reims, Maubeuge, dans chaque ville où il s'est rendu la semaine dernière, Emmanuel Macron a été vivement interpellé sur la hausse des prix du carburant. Pour tenter d'apaiser la colère qui monte, le président a dévoilé mardi des pistes compensatoires. Le gouvernement pourrait augmenter le chèque énergie versé aux ménages les plus modestes pour se chauffer. Il envisage aussi d'étendre un dispositif mis en place par la région des Hauts-de-France, une aide mensuelle de 20 € versée à ceux qui travaillent à plus de 30 km de chez eux. Il y a des régions qui l'ont fait, d'ailleurs qui ont mis en place des aides pour plus de 30 km. 20 euros. Et d'ailleurs, le gouvernement a décidé de défiscaliser cette aide. Donc, je souhaite qu'on puisse généraliser cela. Le président des Hauts-de-France, justement, Xavier Bertrand, a invité le gouvernement à convoquer les groupes pétroliers pour leur demander de répercuter la baisse des cours du pétrole sur les prix à la pompe. C'est chose faite, a annoncé jeudi le ministre de la Transition écologique. Le groupe Total a annoncé, suite aux discussions que nous avons eues avec lui, et nous allons réunir les groupes pétroliers avec Bruno Le Maire tout à l'heure, une baisse sur l'essence de 3 centimes. Pas sûr que cela suffise à calmer le mouvement des Gilets jaunes, qui prévoit des blocages dans toute la France le 17 novembre. Voilà pour les titres de l'actualité. Dans un instant, le face-à-face, la deuxième interview politique de cette émission. A tout de suite. Bonjour, Sophie Primas, sénatrice LR des Yvelines. Et merci d'être sur ce plateau pour ce face-à-face avec Saveria Rojek. Bonjour Sophie Primas, présidente de la Commission des affaires économiques ici au Sénat. Avant de vous entendre sur la hausse des prix du carburant, on vient de voir un sujet. J'aimerais parler avec vous du drame de Marseille, de l'insalubrité. Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, a enfin reconnu hier ne pas en avoir fait assez. Est-ce que Jean-Claude Gaudin doit démissionner ?
Oh, je pense que je ne ferai pas de commentaires sur la gestion de la ville de Marseille. Jean-Claude Gaudin est un grand maire de Marseille. Je pense que cette question de la salubrité, elle touche évidemment Marseille par l'actualité, mais c'est un problème général. Il n'y a pas eu faute dans la gestion de l'habitat à Marseille. Mais vous savez, il y a des diagnostics qui sont menés par les mairies. Moi-même, j'ai été maire d'une ville beaucoup plus modeste que celle de Marseille. Nous faisons des diagnostics d'insalubrité avec la police municipale, avec les bailleurs sociaux. Ce qui est difficile, c'est l'après, parce que faire un diagnostic, c'est bien, mais ce qui est compliqué, c'est d'agir après. Donc moi, je ne parlerai pas de Marseille ici. Jean-Claude Gaudin prend ses responsabilités, il l'a toujours fait dans la ville de Marseille, donc je pense qu'il va prendre ce problème à bras-le-corps. Un rapport remis en 2015 au gouvernement faisait état de 40 000 logements indignes à Marseille, 40 000 logements qui menacent la sécurité de près de 100 000 habitants, c'est énorme. On ne peut pas ne pas se poser la question comment une telle situation a pu perdurer. Qui est responsable? Je pense que la ville de Marseille investit beaucoup d'argent dans la rénovation de ces logements. Je crois qu'on parle presque de milliards sur des programmes très longs. Donc ce sont des programmes qui nécessitent à la fois beaucoup d'investissements personnels de la part de la commune, qui nécessitent souvent d'aller contre des délais extrêmement longs, des procédures extrêmement compliquées et qui nécessitent un travail de fourmi. Donc les yaka faucons, vous voyez, aujourd'hui, je crois qu'il faut agir, il faut vraiment prendre ce problème à bras-le-corps. Les procès, je les laisse aux autres. Sophie Primas, vous avez travaillé beaucoup sur la loi Elan, c'est la loi qui a été votée, la loi sur le logement. Qu'est-ce que cette réforme va changer sur ces questions-là? Est-ce qu'il y aura plus de contrôle, plus de prévention? Alors, il y a une partie de la loi, effectivement, qui traite du logement indigne et insalubre, qui est différent d'ailleurs de la lutte contre les marchands de sommeil, parce que les marchands de sommeil peuvent loger des gens de façon pas très correcte, mais dans du logement non insalubre, et donc c'est pas tout à fait le même sujet. Sur les logements insalubres, il y a des premiers pas, j'allais dire, qui sont tout à fait insuffisants. D'ailleurs, Julien de Normandie le reconnaît lui-même. Aujourd'hui, la loi n'est pas suffisante. Non, elle n'est pas suffisante, même lorsque il y a 15 jours. Oui, mais même lorsque les ordonnances seront prises, les ordonnances vont dans le bon sens. Les sujets qui sont pris, une meilleure coordination entre les services de l'État, de meilleures capacités à faire exercer ses pouvoirs de police, tout ça, ça va dans le bon sens. Ce n'est pas suffisant parce qu'il faut accompagner toutes ces dispositions, évidemment, d'un plan extrêmement ambitieux en matière monétaire, en matière d'argent et d'investissement nécessaires. Je voudrais maintenant vous entendre sur la hausse des prix du carburant et la colère qui cristallise autour de cette question-là. Philippe Bas, président de la commission des lois du Sénat, la semaine dernière, a tweeté: le gouvernement veut financer la suppression de la taxe d'habitation avec cette hausse des prix du carburant. Est-ce qu'il a raison? Il a raison, puisqu'en fait, quand on met les chiffres, j'allais dire bruts, les uns à côté des autres, une partie du financement de la taxe d'habitation trouve à peu près son équivalent dans la hausse du carburant et des taxes sur le carburant. Moi, ce que je retiens de cet épisode, c'est une grande confusion. En fait, il n'y a pas vraiment une stratégie politique derrière, contrairement à ce que le gouvernement affirme. On sait très bien que la hausse des taxations ne va pas à la transition écologique et environnementale. Et donc, on ne peut pas comprendre, nous, citoyens français, comment cette hausse qui devient insupportable, en particulier pour tous ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler, va financer un projet qui est un projet plus grand. Je crois que... Elle va où, cette hausse des taxes? Elle va dans le budget de l'État, c'est-à-dire dans un budget de l'État qui ne connaît pas d'économie en plus. C'est-à-dire que vraiment, on est dans une problématique aujourd'hui où l'État devrait faire de l'économie sur le budget de l'État, parce qu'il fait des économies sur le budget des autres, mais rarement sur le budget de l'État. On voit bien qu'on continue à s'endetter et on continue à avoir un budget de l'État qui progresse. Et malgré tout, il reçoit des taxes pour le développement environnemental et ces taxes ne sont pas affectées au bon endroit. Donc les Français ne peuvent pas comprendre. Est-ce que comme Laurent Wauquiez, vous appelez Emmanuel Macron à corriger son erreur en arrêtant cette hausse des taxes sur le carburant? Mais je pense que c'est une erreur d'ailleurs qui est antérieure à Est-ce que la hausse doit s'arrêter aujourd'hui? Je pense que la hausse doit s'arrêter et c'est ce que nous demandons vraiment comme argument principal et comme objectif principal. Il faut repenser la taxation des carburants, réintroduire, et c'est ce qu'on fait au Sénat et c'est sur ce sur quoi nous travaillons au Sénat, réintroduire une notion où on prend en compte l'évolution du prix du baril.
baril. Vous soutenez, vous, personnellement, la grande manifestation du 17 novembre? Je la comprends. Je ne sais pas encore si j'irai personnellement. Je ne veux pas qu'on arrive dans une situation de blocage. Notre pays n'a pas besoin de ça, donc pas de blocage. Par contre, l'expression d'une colère, je pense qu'il faut le faire. C'est ce qu'il faut craindre, une grande manifestation, un blocage? Mais vous savez, on tape beaucoup sur tous les corps intermédiaires, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, parmi lesquels les partis politiques, j'allais dire, et parmi lesquels les syndicats. Aujourd'hui, on a l'impression que cette manifestation, elle est spontanée. Donc j'ai toujours un peu de difficulté avec ces manifestations spontanées parce qu'on ne sait pas comment ça peut déborder. Et vous craignez une récupération politique de ce mouvement? Oui, on craint une récupération politique, mais surtout, il faut qu'à la fois la colère des citoyens s'exprime et en même temps que le gouvernement entende. Donc la récupération politique, elle est de fait. Alors le gouvernement annonce, va essayer de réfléchir à des aides pour aider les Français les plus modestes à faire face à cette hausse des taxes sur le carburant. Deux députés les Républicains, Guillaume Pelletier et Damien Abad, proposent un chèque carburant de 100 €. Quand on regarde dans le détail cette mesure, elle coûterait 15 milliards d'euros par an. C'est complètement irréaliste. Oui, je pense que, voilà, emporté par la volonté de venir en aide à un certain nombre de nos concitoyens qui sont le plus en difficulté, voilà, il y a eu des propositions de fait, en particulier par ces deux députés. Nous ne sommes pas du tout sur cette ligne-là au Sénat. Et le chèque énergie du gouvernement ? Non plus. Je pense que tout ça, c'est de la complexification. Voilà, semer des impôts, vous récolterez des fonctionnaires. Je pense que voilà, on est dans cette configuration. Il faut faire simple et il faut repenser la taxation à l'origine de la taxation sur le carburant sans plus. Concrètement, aujourd'hui, pour aider les Français les plus modestes, ça veut dire quoi faire simple? Ça veut dire arrêter cette hausse des taxes? Arrêter la taxation. taxation. L'essence diminue automatiquement? Non, voilà, arrêter sa taxation et surtout la gérer en fonction du prix du baril. C'est un truc un peu compliqué. Donc le Sénat est en train d'y travailler en regardant comment est-ce qu'on peut adapter la taxation au prix du baril et surtout ne pas dépasser un certain seuil. Ça peut aller jusqu'à un moratoire sur les prix? Je l'espère. C'est ce que le Sénat demande aujourd'hui? Je l'espère. En tout cas, encore une fois, une taxation qui soit variable en fonction du prix du baril. Dernière question sur ce sujet-là, dernière petite question. Emmanuel Macron, lui, s'est dit favorable à ce qu'a mis en place Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, l'extension de la défiscalisation de l'autotransport. C'est en fait un coup de pouce de 20 € par mois. Est-ce que ça, c'est une bonne mesure ou c'est dérisoire? C'est pas que c'est dérisoire, mais encore une fois, ça va vers la complexification de nos taxations. Attaquons-nous à la base par un arrêt de la taxation, en tout cas un arrêt de l'évolution de la taxation. Voilà. Alors, sur un tout autre sujet, la PMA qui sera abordée dans la future loi de bioéthique. Je rappelle, vous êtes secrétaire générale adjointe du parti Les Républicains. Vous refusez, si j'entends bien, une opposition de principe. Quelle est votre position là-dessus? Êtes-vous favorable, oui ou non, à la PMA pour toutes? Alors, écoutez, je pense que d'abord... peu importe que ce soit secrétaire général des Républicains. Ça signifie que vous avez une position importante au sein de votre parti. Oui, mais c'est une position qui est importante. C'est une position, merci, c'est une position qui est personnelle et qui ne sera certainement pas une position de parti. On ne peut pas, sur ces sujets-là, avoir des positions de parti, me semble-t-il. Chacun doit être libre en sa conscience. Oui, mais néanmoins, le parti va se positionner sur cette question. Le parti va se positionner. Dans l'examen de la future loi de bioéthique. Il s'est déjà positionné. Laurent Wauquiez a dit qu'il était contre la PMA sans père, contre la GPA, etc. Donc voilà, le parti s'est déjà positionné. Moi, je n'ai pas de position de principe. J'ai des volontés et en tout cas la volonté que les choses soient extrêmement encadrées juridiquement parce que j'ai des lignes rouges que je ne veux pas franchir. Parmi les lignes rouges, je ne veux pas de la GPA. Je pense que c'est trop long. Enfin, on a assez peu de temps ici pour expliquer pourquoi. La GPA, la gestation pour autrui. Gestation pour autrui, voilà. Moi, c'est à titre personnel ma ligne rouge. J'ai une ligne rouge aussi, mais qui n'est pas juste sur la PMA sans père, qui est sur la filiation. Voilà, je souhaite qu'on donne aux êtres en devenir la possibilité de savoir qui ils sont biologiquement. Et puis, j'ai une dernière ligne rouge qui est je ne veux pas qu'on choisisse la couleur des cheveux de son enfant sur catalogue. Ça, pour moi, la loi doit encadrer ça de façon extrêmement claire. Quelle doit être la méthode pour ne pas en venir aux affrontements qu'on a connus avec le mariage pour tous? La méthode, c'est le dialogue. La méthode, c'est l'écoute. On peut éviter ça? Est-ce qu'on peut éviter ce qui s'est passé avec le mariage pour tous? Je pense qu'on n'évitera pas certaines prises de parole fortes. Ce qu'il est nécessaire qu'on évite, c'est ces affrontements dans la rue qui me semblent être extrêmement préjudiciables pour la cohérence de notre société. D'accord. Donc pas de position personnelle, en tout cas, là-dessus?
C'est une position personnelle. J'attends de voir comment les 3 points que j'ai cités tout à l'heure vont être encadrés ou pas dans la loi. Vous allez personnellement travailler sur cette future loi de bioéthique? Pas personnellement, mais je vais suivre avec beaucoup d'attention l'ensemble des discussions qui auront lieu autour de cette loi. Sophie Primas, juste avant de nous quitter ce week-end, donc la France était au centre du monde avec les cérémonies du 11 novembre. Saveria a rappelé que vous étiez secrétaire général adjoint des Républicains. Vous avez trouvé le président de la République à la hauteur de sa fonction? Ce week-end, oui. Tout était parfait, millimétré, le discours était bon, les mots étaient justes, le parterre de chef d'État à la hauteur du message. Plus modéré sur l'itinérance mémorielle. Il y avait un manque hier lors de ces cérémonies, voilà, c'est le peuple. J'allais y venir. Ouais. Moi, j'ai été frappée. Alors moi, j'étais sous la pluie sur le terrain dans les Yvelines et j'étais bien parmi les gens, parmi les enfants, parmi les parents, parmi les fanfares, parmi les maires, les élus. J'ai trouvé sur les images que j'ai vues des Champs-Élysées, voilà, qui manquait le peuple. Mais sinon, tout était parfait, mais pour moi, il manquait le peuple. Merci beaucoup, Sophie Merci Primas, beaucoup. sénatrice LR des Yvelines, secrétaire générale adjointe des Républicains, d'être venue sur ce plateau ce matin. On passe tout de suite à l'agenda avec Saveria dans un instant. Alors, il s'en passe des choses au Sénat notamment. Saveria. Alors aujourd'hui, on en a parlé, il faudra suivre dès 16h le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont l'examen débute donc à 16h aujourd'hui en séance. Demain dans l'après-midi, il faudra suivre l'audition de Christophe Castaner et de Laurent Nunez sur le budget 2019, audition en commission des lois. Et puis mercredi après-midi, autre audition toujours sur le budget 2019, l'audition de Jacqueline Gouraud et de Sébastien Lecornu, toujours devant la commission des lois. Il y a beaucoup de ministres au Sénat cette semaine. On passe tout de suite à l'agenda, c'est fait, et maintenant à l'œil 2. Et évidemment, c'est Benjamin Morel, habitué sur ce plateau, qui est docteur en sciences politiques. Il arrive, il est là dans un instant. Arrivé, bonjour Benjamin Morel. Merci d'être présent sur ce plateau. Vous êtes docteur en sciences politiques. Bonjour Benjamin Morel. Hier, la France entière célébrait les cérémonies du 11 novembre. Et au même moment, un drapeau alsacien a été hissé en haut de la cathédrale de Strasbourg. Un drapeau rouge et blanc, symbole de l'identité du régionalisme. Les élus strasbourgeois ont tous évoqué une dérive identitaire alsacienne. Oui, tout le monde hier avait les yeux, et c'était bien normal. On voit les images. Avait les yeux fixés sur l'Arc de Triomphe, mais en effet, à Strasbourg, s'est passé un incident qui peut paraître assez anecdotique, mais qui est assez révélateur d'un processus sur le temps long en Alsace. Les groupes régionalistes ont fait de très bons scores aux dernières élections locales, et en réponse à ces bons scores, eh bien, les élus alsaciens ont demandé un statut qui n'est pas tout à fait un statut particulier, mais qui est un statut qui rentre dans le cadre du droit à la différenciation et qui avait justement pour objectif de désamorcer ces dérives régionalistes. Et ce drapeau alsacien est un symptôme qu'aujourd'hui, très clairement, il n'en est rien. Mais justement, la création de la collectivité unique, c'est ce qui s'est passé, on l'a vu encore il y a 15 jours, quand les élus alsaciens ont été reçus à Matignon. Cette collectivité unique, c'est une réponse à toutes ces revendications régionalistes. C'était une réponse, mais c'est une réponse probablement très maladroite. Prenons un autre exemple que l'Alsace, prenons la Corse. En Corse, en 2015, a été déposé un amendement à la loi NOTRe pour créer une collectivité à statut particulier avec le même objectif: désamorcer le régionalisme corse. 2 ans plus tard, les nationalistes, qui étaient jusqu'à présent minoritaires sur l'île, sont devenus majoritaires. Prenons un autre exemple à l'étranger cette fois. En Écosse, il y avait des revendications identitaires. Qu'a fait le gouvernement travailliste de Tony Blair? Il a dit, nous allons créer une sorte de collectivité à statut particulier avec la devolution. Et cette collectivité à statut particulier, elle a d'abord été dominée par le Labour, mais très rapidement, les partis régionalistes ont monté en puissance et ont pris l'Écosse et ensuite ont imposé un référendum sur l'indépendance. Est-ce que le précédent Corse peut faire craindre la même chose demain en Alsace? Comme pour l'Écosse, comme pour la Corse, quand vous regardez ce qui se passe au niveau européen, vous voyez que ce qui crée le régionalisme, ce qui l'encourage, c'est la différenciation. Parce que quand vous dites à vos administrés en région, vous voyez, j'ai obtenu un nouveau statut. Ce nouveau statut, il montre bien que vous êtes très différent du reste de la population, vous faites le jeu des partis régionalistes qui en fait ne disent que ça et ne vivent que de ça. Et cette accréditation du discours, ça a pour
ça a pour conséquence automatique, quand on regarde d'un point de vue européen, de faire monter justement les partis régionalistes jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir dans la collectivité. Benjamin Morel, pourquoi ces relents régionalistes ? Aujourd'hui, il y a plusieurs tendances qui expliquent un petit peu, c'est-à-dire que ces relents régionalistes rentrent dans une dynamique plus large de relents identitaires. C'est un peu le même phénomène que la montée des partis nationalistes et des partis populistes, mais à une échelle plus locale et à une échelle qui parfois est encouragée à la fois par certains groupes, par certaines élites également, par certains élus locaux qui pensent pouvoir maîtriser la chose, mais qui très rapidement se retrouvent face à quelque chose qu'ils ne maîtrisent plus. Ça a été le cas des élus corses, ça a été le cas des élus écossais, et demain peut-être est-ce que ce sera le cas des élus alsaciens. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le droit à la différenciation, c'est en fait l'alternative, c'est ce qui a été choisi par le gouvernement, plutôt qu'une vraie décentralisation. En fait, c'est une mauvaise solution ? C'est une très mauvaise solution. C'est quelque chose qui est dangereux pour les raisons que je viens d'évoquer. Dire il faut approfondir la décentralisation. Il faut accorder plus de compétences aux collectivités par niveau de collectivité et surtout les finances qui vont avec. Ça, c'est le processus classique de décentralisation. Ce que propose le gouvernement, ce n'est pas ça. C'est de dire vous avez une identité particulière, vous avez une revendication particulière, pour confirmer cette identité, pour confirmer ces revendications, nous allons vous donner des compétences particulières. Mais en faisant ça, vous créez une sorte de course à l'échalote qui peut être extrêmement dangereuse. Parce que si les Alsaciens disent « nous avons une identité particulière, nous voulons une collectivité », pourquoi les Bretons ne feraient pas la même chose? Pourquoi les Basques ne feraient pas la même chose? Pourquoi les Auvergnats, je suis Auvergnat, ne feraient pas la même chose? Et donc il y a un risque de lier en fait compétences et identité dans une course. Quelle est la solution en fait? C'est une recentralisation? C'est pas du tout une recentralisation, c'est une décentralisation, on va dire, dans un cadre républicain comme elle avait été jusqu'à... Pas sans compétences, mais avec des compétences égales pour tous. Vous êtes un département, vous avez des compétences qui sied au département, quelle que soit votre identité profonde, et les identités régionales ne sont pas à combattre. Mais en revanche, il faut dissocier cette question de l'identité d'un côté et des compétences de l'autre, sinon on crée une course sans fin. Très bien, merci beaucoup. Vous parlez une langue régionale ou pas, Benjamin Morel? Non. Benjamin Morel. J'ai quelques bases d'Auvergnat. D'occitan auvergnat. Alors, allez-y, base d'Auvergnat. Dites-nous un mot en auvergnat. Non, je ne vais pas faire ça. Merci Benjamin Morel. Merci beaucoup. Docteur en sciences politiques. Merci à vous. On passe à la revue de presse dans un instant. Merci. Voilà, un Auvergnat quitte ce plateau et commence la revue de presse avec l'Union et les commémorations du 11 novembre et une photo dont on a beaucoup parlé, Saveria. Oui, cette photo qu'on a beaucoup vue, dont on a beaucoup parlé, Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron, accueillant Vladimir Poutine hier à Paris, au pied de l'Arc de Triomphe pour les cérémonies du 11 novembre. Emmanuel Macron qui a longuement défendu et la mémoire de la guerre et des morts. Il a ensuite ouvert le premier forum de Paris pour la paix en présence de la chancelière allemande et du secrétaire général des Nations Unies. Le multilatéralisme est plus que jamais une nécessité, acclamée le chef de l'État. Et puis, dans l'actualité, évidemment, la grève des enseignants, et elle se retrouve à la une de Sud-Ouest ce matin. Voilà, première grève des professeurs contre Jean-Michel Blanquer aujourd'hui, ce lundi. Tous les syndicats enseignants, et c'est une première depuis 7 ans, appellent à la mobilisation. En ligne de mire, les suppressions de postes dans le second degré, mais également le ras-le-bol général lié aux conditions de travail. Ils dénoncent donc avant tout les 2650 suppressions de postes dans le secondaire prévues pour l'année prochaine. 72% des Français, c'est énorme, 72% des Français les soutiennent. Et puis la révolution des Gilets jaunes à la une du Progrès de Lyon, à des journaux du groupe EBRA. La mobilisation n'est prévue que dans 5 jours, mais sur le terrain, on s'organise. En Haute-Loire, on se bat contre l'augmentation des taxes sur le gazole, mais également pour le pouvoir d'achat, notamment des retraités. Ils étaient 60 ce samedi sur le parking d'Aiguille pour préparer les blocages du 17 novembre. Reportage à lire donc dans le Progrès. Et c'est l'édition numérique que vous voyez à l'antenne, cette photo. Après la révolution des Gilets jaunes, le drame du logement à Marseille, à la une de la Marseillaise. Il reconnaît ne pas en avoir fait assez, Jean-Claude Gaudin, le maire. Il reconnaît ne pas en avoir fait assez, Jean-Claude Gaudin. Près d'une semaine après l'effondrement des 2 immeubles, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, estime que la ville doit faire des efforts sérieux. Mais il a de nouveau écarté la possibilité de démissionner. Les Marseillais accusent, ils veulent des réponses. Un hashtag a été lancé, balance ton taudis. Après la marche de samedi, une autre manifestation aura lieu mercredi. Reportage, témoignages et analyses à lire dans votre quotidien La Marseillaise aujourd'hui. Voilà.
Voilà, et à la une de La Voix du Nord, ce sont les dépôts sauvages. On en a parlé dans la première partie de cette émission d'ailleurs. Non aux déchets abandonnés. Des villes s'organisent contre les dépôts sauvages. Des villes du Nord et du Pas-de-Calais passent à l'offensive. Reportage à Rem, une ancienne cité minière où on milite contre ces incivilités dont tout le monde paye la facture. Un député vient de faire enregistrer une proposition de loi qui vise à durcir les amendes pour dépôt sauvage de déchets. Il propose également de faciliter le recours à la vidéosurveillance pour identifier les contrevenants. On termine avec Ouest France et la guerre des prénoms. Si vous avez à appeler un enfant d'un prénom, il faut faire un peu attention. C'est l'histoire du jour, ça se passe à Lorient. Ils appellent leurs enfants Liam et Ambre. Problème, c'est un garçon et une petite fille. Le parquet s'y oppose pour confusion des genres. La procureure de Lorient a fait appel de 2 décisions de justice ayant autorisé 2 couples de parents à appeler leur fille Liam et leur garçon Ambre, estimant que ces prénoms pouvaient générer une confusion des genres chez ses enfants. Liam et Ambre sont nés dans le Morbihan, respectivement en novembre 2017 chez un couple hétérosexuel et en janvier dernier chez un couple homosexuel. Dans les 2 cas, l'officier d'état civil de Lorient a eu un doute. Il a fait un signalement. L'avis de la cour d'appel de Rennes n'est pas attendu avant plusieurs mois. Voilà. Ouestfrance.fr a repris cet article. Vous pouvez le retrouver sur le site numérique du plus grand quotidien régional français, plus grand quotidien francophone du monde. Merci Saveria. On va passer à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France. Il pleut, vous allez le voir. Et puis également le temps qu'il fait dans les territoires français d'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes, de l'océan Indien. Là, le soleil est toujours là. Et puis le Zap Matin de Christophe Combarieux. Juste après cela, il sera question de ce qui s'est passé également dans les autres émissions politiques hier soir et ce matin. Merci et à demain. À demain. Au revoir Saveria. Très bonne journée. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Image symbolique et frappante de tous les dirigeants sous leur parapluie noir, en fond sonore les cloches de Notre-Dame, puis le passage assourdissant de la patrouille de France. L'histoire menace, parfois, de reprendre son cours tragique et de compromettre notre héritage de paix que nous croyions avoir définitivement scellé du sang de nos ancêtres. Aujourd'hui, c'est bien le problème à la fois d'une montée des peurs, d'une montée de la colère à travers les peuples de l'Europe, au-delà de ces images, de ces belles images, et en même temps de la remise en marche d'un projet européen. Chacun aura bien compris que ceux qui défendent les solidarités européennes sont plutôt des patriotes et que ceux qui défendent qu'en Europe chacun devrait être chez soi afin de résoudre la question migratoire, la question numérique, la question environnementale, ceux-là ne participent pas au multilatéralisme. À nous de les convaincre. Emmanuel Macron a tenu à ouvrir symboliquement ce forum pour la paix, accompagné de la chancelière allemande Angela Merkel et du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Un forum qui se tiendra désormais chaque année à Paris. Le monde dans lequel nous vivons est fragilisé par des crises qui déstabilisent nos sociétés. La crise économique, écologique, climatique, le défi migratoire. Nous sommes fragilisés par la résurgence de menaces capables de frapper à tout moment, le terrorisme, la prolifération chimique ou nucléaire, la cybercriminalité. Il y a aussi un décalage entre les mots, ceux utilisés par Emmanuel Macron, qui donnent parfois l'impression qu'on oppose artificiellement tous ceux qui seraient pour l'Europe, pour le multilatéralisme,
et puis les autres, qui seraient en fait les méchants contre les gentils, et qui seraient, eux, pour le repli, le nationalisme, et puis la réalité qui est beaucoup plus compliquée. Donald Trump n'a pas assisté au Forum de la paix. Le président des États-Unis avait choisi de se rendre cet après-midi au cimetière de Suresnes, en région parisienne, où sont enterrés 1500 soldats américains. Il y a des divergences, il y a deux lignes différentes sur l'organisation du monde, c'est clair. Nous sommes, nous, favorables à ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire tous les grands enjeux du monde, le défi migratoire, le défi climatique, le défi de l'innovation, doivent se régler par la coopération et non pas par la confrontation. Et quelle doit être la réponse de l'Europe ? Le président Trump dit moi je suis dans la confrontation, je pense que c'est le rapport de force qui permet le règlement des problèmes et malheureusement le rapport de force n'aboutit pas à cela.